OK. Bonjour tout le monde. Un petit peu particulier de parler dans le vide comme ça. J'espère que j'ai un public minimal aujourd'hui. Alors, je m'appelle Jean-François Michaud. Je suis technicien en avalanche à Avalanche Québec. Ça fait 3 saisons environ que je suis technicien ici à Avalanche Québec. Et puis avant ça, j'ai guidé 5 saisons environ en ski hors-piste ici dans les Chic-Chocs, principalement pour Vertigo Aventure. Et puis, je ne compte plus les années. Là. Je suis rendu assez vieux pour ne plus compter les années où je fais du ski hors-piste. Donc, j'espère que ça vous met un petit peu en confiance. C'est moi qui vais animer l'atelier de préparation de ski hors-piste aujourd'hui. On va commencer peut-être. Je vais vous présenter. J'ai ma collègue Julie qui va m'assister là-dedans, qui va vous présenter. Donc, elle va se présenter et puis elle va parler un petit peu là, de comment va se dérouler l'atelier aujourd'hui. Donc, un Facebook Live, on ne fait pas ça tous les jours. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Fait que j'espère que tout va bien se passer. Julie, je te laisse te présenter. Allô? Alors, c'est Julie. On ne voit pas ma caméra pour l'instant, mais je suis là. Je suis derrière l'écran. Donc, je vais être à la technique ce soir. Dans le fond, le déroulement de l'atelier, il y a plusieurs sections. Donc, à la fin de chacune des sections, il va y avoir une période de questions. Donc, pour poser des questions, c'est assez simple. Vous devez les écrire sur Facebook dans la boîte de commentaires. Et je vais pouvoir faire la lecture et Jean-François va pouvoir répondre de vive voix à chacune des questions. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. On a environ 1 heure ensemble et on a décidé de diviser ça en plusieurs petites parties pour pouvoir permettre de répondre à plusieurs questions. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À toi, Jean-François. Merci, Julie. Je dirais aussi, n'hésitez pas là, dans la boîte de chat, je n'ai pas la vérité infuse. Vous pouvez vous permettre de donner des trucs là, si vous en avez ou des petites astuces que vous voulez partager avec les autres. Là. Je pense que c'est de l'information qui va être pertinente pour tout le monde. Là. Donc, en gros, déroulement de la présentation, je vais commencer par vous présenter l'équipement principal là, utilisé en ski hors-piste. Je vais m'attarder surtout à l'équipement de sécurité en général. Là, donc, je ne parlerai pas des vêtements là, puis du multicouche, tout ça, là. Ça. Je pense que vous pouvez aller chercher l'information ailleurs. Ça va être surtout l'équipement de sécurité en avalanche, l'équipement de sécurité personnelle et de groupe aussi. Ensuite de ça, on va avoir quelque chose dont on discute quand même pas souvent, je pense, là, bien choisir son groupe, l'importance là, de se parler, puis de communiquer, puis de savoir avec qui on sort dans l'arrière-pays. Ensuite de ça, on va parler de la recherche d'informations. C'est peut-être le bout le plus excitant, l'information qu'on peut trouver pour améliorer notre sécurité, puis aussi l'expérience de ski. On veut tous skier des belles conditions de la poudreuse. Fait que c'est là qu'on va aller explorer un petit peu là, ce qui est disponible pour vous, là, principalement sur Internet. Et puis, dernier point, qu'est-ce qu'on fait le matin de la sortie? Donc, les derniers préparatifs là, avant de sortir en montagne. Alors, on va commencer par l'équipement de ski hors-piste. Ça va arriver des fois là, que je vais vous laisser le PowerPoint comme ça, puis des fois, je vais passer en mode plein écran là, pour vous présenter les trucs. On va commencer, c'est ça, par l'équipement de base. Là, je pense que tout le monde sait qu'en ski hors-piste, on a besoin de ski, bottes, bâtons, peau, un casque, un sac de 35 litres minimum. Je vais vous présenter un petit peu les différentes possibilités. Et ensuite de ça, je vais vous présenter les éléments de sécurité en avalanche. Fait que je vais juste arrêter de partager mon écran ici pour passer en mode plein écran. Alors, les skis, ça va de soi. Là, vu qu'on parle de préparation, de sortie, peut-être des petits trucs à vérifier sur vos skis avant de sortir. L'intégrité de vos fixations, c'est-à-dire juste rapidement vérifier que toutes les vis sont encore bien solides, qu'il n'y a pas de mouvement dans vos fixations. Il y a certaines fixations qui ont des petites pièces, des petites vis. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des fixations Dynafit là, où il y avait 2 petites vis ici sur le dessus qui sont loussées. Et puis, j'ai perdu une des pins en montagne. Beaucoup plus agréable à gérer dans son salon qu'en montagne. Donc, c'est ça, c'est des éléments qui vibrent quand même beaucoup. Donc, prendre le temps de vérifier une fois de temps en temps là, que tout est en bon état. Les bases aussi, ici, je dirais que mon collègue Jean-Pierre ne cire pas souvent ses skis, puis il aurait sûrement besoin d'une bonne cire.
particulièrement important en ski hors-piste, selon moi, parce qu'on met pour la glisse, entre autres, là, ça améliore la qualité de la glisse, c'est sûr, mais ça empêche aussi beaucoup les pots de coller et de laisser des résidus sur les bases. Là. Ça fait que Jean-Pierre, on ira prendre une bière ensemble là, pour régler ça. Ça, c'est au niveau des skis. Je n'ai pas de pots avec moi, mais les pots d'ascension, c'est toujours une bonne idée. Là. Tu sais, les points de faille principaux, c'est la strap arrière, là, la courroie arrière. D'assurer qu'il n'y a pas de fissure dans le caoutchouc, que c'est encore en bon état, parce que ça aussi, ce n'est pas évident à gérer sur le terrain. Puis peut-être vous assurer aussi d'avoir quelques pièces de rechange là, pour vos pots. Fait que moi, j'ai toujours une petite strap de rechange dans mon kit de réparation, là, dont je vais vous parler tantôt. Au niveau de la colle aussi, peut-être une fois de temps en temps, allez mettre vos doigts sur vos pots. Si la colle reste sur vos doigts, c'est peut-être le temps d'envisager un réencollage ou une petite réparation parce que ça pourrait rester sur vos bases. Ça peut être très fâcheux en montagne là, de ne plus pouvoir glisser parce que la moitié de la colle de vos pots est sur vos skis. Au niveau des bottes, la même chose aussi. Beaucoup de pièces mobiles, beaucoup de vibrations en ski. Certains modes marche, là, on des vis. Vous assurez là, une fois de temps en temps par saison, particulièrement au début de la saison, peut-être, que tout ça, c'est en bon état. Puis, prendre en note aussi le type de vis que vous avez sur les différents éléments. Je vais vous en parler plus tard, là, mais dans votre kit de réparation, tournevis, c'est très important. Je vois souvent des gens qui ont des tournevis, mais qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins de leur ski. Là. Les fixations, souvent, c'est des têtes positron, je pense qu'on appelle. Des têtes un peu en soleil. Là. Ben, c'est pas tous les tournevis qui ont ça. C'est très difficile à gérer avec des tournevis qui n'ont pas ça. Fait qu'avoir les outils qui sont adaptés à nos besoins. Fait que ça, c'est un peu là, les éléments de base que j'espère que tout le monde que vous avez là, avant de faire vos sorties. Au niveau du sac, j'ai un modèle ici, ça c'est mon sac à moi, 35 à 40 litres minimum. Je pense qu'en dessous de ça, commence à manquer un petit peu d'espace là, pour pouvoir mettre tout le matériel de sécurité essentiel. Si vous allez en side country, là, dans l'ouest, c'est peut-être un peu différent, c'est-à-dire où vous avez un accès là, par le télésiège, vous sortez de la station, vous revenez à la base. Vous pouvez vous en tirer avec un sac probablement un peu plus petit, mais clairement, il faut un sac avec une poche séparée pour mettre le matériel d'avalanche. Accessible là, dans la panique, si vous avez à secourir quelqu'un, je pense qu'il faut que ce soit comme facilement accessible. Idéalement, pas de matériel de sécurité ou pas de matériel du tout, mais encore moins le matériel de sécurité qui est accroché au sac. Des fois, là, je vois des pelles qui pendouillent un peu sur le sac. Moi, je peux vous dire, je fais un peu d'aménagement l'été au Mont-Lyell, puis à chaque année, on trouve des pelles dans la forêt, des pelles qui étaient accrochées sur des sacs. Donc, particulièrement pour le matériel de sécurité, c'est du matériel que vous voulez avoir en cas d'urgence. Donc, si vous le perdez en montagne avant les urgences, ben, c'est pas super. Un sac aussi qui a une bonne suspension, qui est confortable. Je ne sais pas si suspension, c'est le bon terme, mais qui va bien épouser votre corps, qui va être confortable autant en montée qu'en descente, qui est bien balancé. C'est peut-être les sacs de randonnée avec beaucoup de poches, puis beaucoup de compartiments qui prennent beaucoup de place, c'est pas l'idéal pour le ski hors piste. Moi, j'aime bien les sacs comme ça avec un compartiment arrière. C'est un 35 litres, ce sac-là, c'est possiblement un peu petit, même pour quand je guidais, mais avec un compartiment arrière comme ça, il y a moyen de vraiment bien ranger les trucs puis de maximiser l'espace. Puis au besoin, si vous avez besoin de quelque chose dans le fond de votre sac, ben, c'est facile d'accès. Maintenant, on va se lancer un petit peu plus dans l'équipement de sécurité en avalanche. Je vais continuer de vous parler des sacs parce qu'il y a des sacs qui ont des fonctions intégrées de sécurité en avalanche. Donc ici, on a un sac Black Diamond avec le Avalon, qui se trouve être juste ici. L'Avalon qui est un peu comme un tuba, si on veut, qui vous permet d'éloigner, dans le fond, quand vous expulsez l'air de votre bouche,
mettons que vous êtes pris dans une avalanche, vous êtes enseveli en dessous de la neige, ben, vous ne voulez pas vous intoxiquer vous-même. Donc, ça va recracher l'air par votre sac. Donc, vous ne serez pas intoxiqué, là, même si vous êtes enseveli. C'est la théorie. Évidemment, il faut être capable de le mettre dans sa bouche pendant qu'on chute, pendant qu'on est pris dans l'avalanche. Fait que c'est une des options qui existent. Sinon, ben, on a l'équivalent de mon sac ici, Mammouth aussi, mais qui a une possibilité d'ajouter un sac gonflable, un airbag. C'est un peu une nouvelle norme, si on veut. Là. De plus en plus, les gens veulent augmenter leur sécurité en montagne, là, puis on voit de plus en plus de gens là, investir là-dedans. Je pense que c'est un très bon investissement. C'est pas donné, mais si vous allez dans du terrain un peu sérieux et vous exposez, je pense que c'est une bonne façon de se protéger. Maintenant, les classiques. Pelle, sonde, DVA, c'est comme la trilogie, la trinité de la sécurité en avalanche. Les pelles, on a tendance à se dire je vais aller pour la pelle la plus compacte, je ne veux pas que ce soit trop lourd. Je vous dirais, allez pour l'option la plus solide. Quand vous avez à secourir quelqu'un dans un dépôt d'avalanche, c'est très, très, très dur. Vous êtes nerveux aussi. Il faut quelque chose là, de très heavy duty, si on veut, qui va vous permettre là, de casser des blocs sans casser la pelle et puis de secourir quelqu'un efficacement. Peut-être là, vu qu'on parle de préparation de sortie, vous assurez que tout fonctionne bien aussi, là, que les attaches rentrent bien, que vous n'avez pas perdu de morceaux, que l'intégrité de votre pelle est là, parce qu'on ne veut pas découvrir que notre pelle ne fonctionne pas quand notre ami est enseveli en dessous de la neige. Les sondes aussi avant une sortie, c'est le genre de truc peut-être moins pour nous vu qu'on travaille beaucoup dans la neige, mais pour un skieur amateur qui reste toute la saison dans le sac ou même dans sa pochette, puis qu'on voit rarement. Moi, ça m'est arrivé quand même souvent de voir des gens arriver avec des sondes, puis on fait les tests d'équipement avant de partir en montagne, puis bon, les sondes sont brisées, les attaches fonctionnent mal, le fil est cassé. Donc, quand même à vérifier régulièrement, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un peu, là, vu qu'on utilise ça seulement en situation d'urgence, puis on n'en a pas tous les jours. Et puis, DVA. DVA, il faut un DVA à 3 antennes. Je pense que c'est la nouvelle norme, mais vous ne pouvez pas vraiment vous permettre, là, pour un élément de sécurité aussi important, d'avoir des instruments désuets. Donc, 3 antennes, il y a beaucoup de très bons modèles qui se font maintenant là, avec des fonctions de marquage idéalement. Je ne recommande pas un modèle en particulier. Là. Je pense aller voir les reviews sur Internet, là, puis vous allez pouvoir vous faire une tête. Donc, ça, c'est l'équipement de sécurité individuel. Tout le monde dans le groupe doit avoir ça. Je vais vous parler un peu plus des équipements de sécurité de groupe. C'est-à-dire que ça peut être partagé dans votre groupe. Tout le monde prend un des éléments. On a le matelas de sol. Ici, on a un matelas de sol complet. Le matelas jaune comme ça, je pense que c'est l'idéal. C'est le plus compact. Souvent négligé. Là. Beaucoup de gens ne l'amènent pas en RPI. Moi, je peux vous dire que si vous vous blessez, puis vous devez être assis au sol là, en état de choc, là, avec des sueurs froides un peu, puis rapidement, si vous n'êtes pas capable de vous isoler du sol, vous allez souffrir. Perso, moi, je me coupe un matelas pour la longueur de mon torse. Là. Ça me permet de sauver peut-être un peu en volume. Puis c'est l'endroit principal qu'on doit isoler du sol. On ne sauve pas beaucoup en volume. Là, si vous n'avez pas envie de mettre les ciseaux dans votre tapis de sol, là, ça va aussi. C'est vraiment pour sauver un peu d'espace dans mon sac. Trousse de premier soin de groupe. Ça peut être une trousse de premier soin de groupe. Moi, je suis bien fan aussi des trousses individuelles. C'est-à-dire que dans mon kit de réparation, moi, j'ai toujours une petite trousse individuelle aussi. Tout simplement parce que j'apporte des éléments qu'on utilise peut-être plus souvent, des kits de réparation pour les pieds, du moleskin, je ne me souviens plus, évidemment, je n'ai plus le nom. Mais c'est ça, il y a des éléments que je sais que j'utilise souvent.
Les trousses de groupe, peut-être des fois, vont se vider un peu plus vite. Puis pour être sûr de ne pas manquer de ces éléments-là, moi, j'ai toujours aussi une trousse personnelle. Un SAM Splint ou quelque option vous connaissez là, pour faire des attelles, faire des colliers cervicaux là, un peu primitifs, mais quand même. Super important. Là. On se dit souvent on va prendre des branches puis des tie wraps. Mais ça prend vraiment pas beaucoup d'espace. C'est super léger. Ça se met bien dans le fond d'un sac. On ne y retouche plus, on ne le voit pas. Puis ça fait des attelles vraiment de très bonne qualité. Là. Il s'agit de courber comme ça ici. Puis ça devient très rigide là, instantanément. Avec des ski straps, là, je vais vous en parler, là, mon amour des ski straps plus loin. Mais je pense que c'est très important. Toujours à partager, un dans le groupe, traîneau d'urgence, ça aussi, souvent, on n'entraîne pas. Plusieurs modèles qui se font, ça peut être des bâches, tout simplement une bâche solide avec des œillets puis de la cordelette, si vous voulez une option peut-être moins dispendieuse, mais il y a des très bonnes compagnies là, qui en produisent. Ici, j'ai le traîneau là, de ma collègue Laurie, qui est une compagnie qui s'appelle Stellar, qui fait ça de façon assez artisanale, mais c'est rendu une référence, là, en tout cas dans les compagnies guidées dans les chic shops. Ça peut être une bonne option pour vous. S'il y en neige, évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais moi, peut-être je ne connais pas encore l'analyse du manteau neigeux, c'est peut-être un peu trop poussé pour l'instant pour vous. S'il y en neige, a beaucoup d'autres utilités aussi. Idéalement, une scie qui est capable de couper des petites branches, des trucs comme ça. Dans les situations d'urgence, une pelle et une scie à neige, ça peut faire des miracles là, pour vous construire un petit abri, partir un feu, quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai ce modèle-là qui est super intéressant pour les profils, qui est peut-être un peu molle, par exemple, là, pour des situations plus de survie. Mais je pense que c'est une option quand même très intéressante. C'est Black Diamond qui fait ça. Sinon, matériel d'analyse du manteau neigeux, ça, si vous n'avez pas les connaissances, là, on oublie ça. Là, il faut quand même savoir s'en servir. Là. D'ailleurs, ça vaut un peu pour tout ce que je vous nomme en termes d'équipement de sécurité. Il n'y a rien qui remplace l'éducation qui vient avec. Là. Donc, pour le matériel de sécurité en avalanche, un CSA1, un cours de sécurité en avalanche niveau 1, je pense que c'est un essentiel là, si vous commencez à sortir un peu dans l'arrière-pays. Puis un minimum là, de notions de secourisme en région éloignée va vous permettre de savoir un peu là, quoi faire là, justement avec les SAM Splint, puis essayer de limiter les possibilités d'hypothermie, tout ça. Fait que c'est ça c'est pour les éléments de test du manteau neigeux. Les appareils de communication. On a plusieurs options maintenant. Ici, on a InReach. Il y a Spot qui fait quelque chose d'intéressant aussi. Les téléphones satellites, c'est une bonne option aussi. Il y a plusieurs appareils maintenant qui fonctionnent avec le téléphone cellulaire. C'est-à-dire que c'est des... Je connais un peu moins cet environnement-là, là, mais c'est des genres de boosters de cellulaire qui vous permettent, là, même en région éloignée, d'envoyer des messages, des textes, des trucs comme ça. Vous pouvez aller fouiller. Mais les classiques, c'est un peu InReach, Spot. Téléphone cellulaire, ça peut être une bonne option aussi. Il faut juste que vous vous assurez que où vous allez, vous avez de la réception. Puis ça peut être traître un peu des fois. Je pense ici aux Mines-Madeleine, au sommet des Mines-Madeleine, il y a de la réception cellulaire, mais il faut monter au sommet pour y avoir accès. Si les accidents se passent en vallée, ben, ça peut être un petit peu plus traître et difficile de communiquer avec les secours. Les problèmes de batterie aussi avec les téléphones cellulaires, là, moi j'ai un vieux iPhone, là, ça dure à peu près 10 minutes à moins 10, là, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais ça peut être une option de communication. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a des applications maintenant aussi, là, on va parler des GPS que vous pouvez installer là, comme Gaia qui vous permettent de vous géolocaliser sur des cartes et d'avoir des fonctions GPS sur votre téléphone. Ça peut être super intéressant.
Donc, quand même, là, le téléphone cellulaire, moi, je suis un peu dinosaure encore, là, mais de plus en plus de gens l'utilisent pour multifonction, c'est-à-dire avoir des applications avec des inclinomètres, des boussoles, le GPS, les cartes, les possibilités de communication. Donc, si vous êtes un peu moins dinosaure que moi, là, ça peut être une belle option. Donc, j'en parle, téléphone cellulaire ou un GPS. Moi, je suis un petit peu plus fan du GPS. Là, comme je vous disais, je suis peut-être un peu vieux jeu. Moins de problèmes de batterie, pas de possibilité de changer les batteries. Puis je me suis aussi habitué à travailler avec ça. Puis évidemment, tout le monde qui travaille avec des appareils électroniques doit absolument traîner carte et boussole. Au moins une carte de la région où vous trouvez. Là. Moi, des fois, je m'imprimais des cartes très localisées, mais ça vous permet de vous sortir du pétrin là, si jamais vos appareils électroniques ne fonctionnent pas. Encore une fois, c'est moins la mode maintenant avec les appareils électroniques, mais savoir s'en servir aussi, c'est un plus. Ici, j'ai ma trousse de réparation que je mets avec mes couteaux à ski. Je veux dire, les couteaux à ski, ça prend de la place. À l'intérieur de ça, je rentre ma petite trousse de soins de pied personnels, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour réparer les ampoules et des plasters. J'ai un tournevis, des tie wraps, puis les ski straps. Ça, selon moi, c'est un essentiel de tout bon skieur hors piste, de backcountry. Ça permet là, de réparer des fixations défaillantes, des bottes que les clips qui lâchent, tu peux rattacher, tu peux attacher ta botte sur ton ski. Sans blague, là, sans ça, je ne sors plus sans des ski straps. Il y a plusieurs à part de ça. Tie wrap, duct tape. Avec ça, peut-être du fil de fer. Avec ça, il y a pas mal de moyens de réparer la plupart de façon un petit peu redneck, là, mais ça vous permet au moins de sortir de la montagne là, sans trop souffrir. Je parlais tantôt de l'importance d'être isolé du sol quand vous vous blessez. Dans le groupe, selon moi, c'est essentiel, ça c'est souvent négligé, d'avoir soit une paire de pantalons de réchauffement comme ça, c'est-à-dire une paire idéalement qui se dézippe, que vous pouvez enfiler facilement si vous êtes vous vous blessez, cassez une jambe, quoi que ce soit, vous êtes plus mobile. Un petit sleeping bag pourrait faire l'affaire aussi. Quoi que ce soit là, pour vous dire, si vous dites que vous êtes dans une situation, dans le fond, où vous êtes blessé, il fait froid, votre température corporelle va chuter rapidement, au moins, vous avez une option là, de vous réchauffer un petit peu. Puis, une doudoune supplémentaire pour le groupe. Ça, souvent, on va trouver que ça prend de la place, ça ne vaut pas la peine. Mais avec une doudoune comme ça, puis des pantalons de réchauffement, dans pas mal toutes les situations, là, vous allez être capable de vous garder au chaud en vous enveloppant là-dedans, puis dans votre traîneau d'urgence ou votre bâche. Ça va faire un bon abri, une bonne protection, puis ça fait un petit peu comme un sleeping bag là, qui va vous isoler là, des intempéries. Cagoule ou une tuque chaude qui va rester sèche, que vous ne mouillerez pas d'extra. C'est une cagoule qui ne prend vraiment pas de place, qui va vous permettre de garder votre température corporelle. Puis une paire de gants, de gros gants, de grosses mitaines. Là. Il y a même des mitaines doudoune là, maintenant qui se font là, en duvet, qui ne prennent pas de place, juste pour être certain là, que vous pouvez vous réchauffer rapidement au besoin. Ça fait un peu le tour. Moi, je vais retourner sur mon PowerPoint. Ce ne sera pas trop long. Partager l'écran. OK. Alors, j'ai la liste ici là, que vous pouvez voir, mais les éléments, je les ai pas mal nommés en vous parlant comme ça. Je pourrais peut-être trouver une façon, là, après le Facebook Live, là, de faire des petits documents avec ces listes-là là, que je pourrais laisser disponibles là, pour consultation par après. Fait que je me demande, est-ce que vous avez des questions? Je vais aller voir ma collègue Julie pour voir si on a quelques questions. Julie? Oui. Oui, voilà. On a quelques questions ici. La première question, c'est Pierre qui demande combien de kilos pèse tout ton équipement. Donc, environ là, dans ton sac de 35 litres, ça fait une quantité combien en poids ou en kilos?
Très bonne question. Honnêtement, c'est surprenamment pas si lourd. C'est beaucoup de choses qui prennent beaucoup de volume, mais qui ne sont pas très lourdes, là. Les pantalons comme ça, les doudounes, j'aurais envie de dire une vingtaine de livres peut-être, mais c'est très approximatif, là, mon truc, là. Mais non, ça se transporte quand même bien, honnêtement. C'est des petits sacs de 35 litres. C'est sûr que ça ne peut pas faire un poids là, qui est insupportable. Parfait. Donc, il reste encore de l'espace dans ton sac pour apporter ton petit lunch et ton breuvage chaud. On a une autre question aussi à savoir, est-ce que tu transportes une couverture de sécurité ou il y a quelque chose dans ton sac qui remplace la couverture de sécurité? Très bonne question. C'est là que le traîneau d'urgence devient super intéressant parce que c'est une bâche en même temps que c'est un moyen d'évacuation pour les blessés. Fait que c'est un petit peu intégré, là. Si la question, c'est vraiment en lien avec les couvertures de sécurité métalliques, je pense que ça peut être un bon, ou en aluminium, là. Je pense que ça peut être un bon ajout d'en avoir une petite là, dans sa trousse de premiers soins. Mais avec ce qu'on appelle un bon burritos, là, ça, si vous prenez des cours de secourisme en région éloignée, vous allez un peu apprendre ces concepts-là. Là. Le burritos fait la job de la couverture de survie. Là. Donc, on vient envelopper la victime bien comme il faut, on la saucissonne avec du cordage, de la cordelette, avec une bonne doudoune en dessous, puis c'est suffisant selon moi. Là. Fait que moi, non, je ne transporte pas de couverture de survie, mais ça ne prend pas beaucoup de place. Je pense que ça pourrait être un ajout intéressant. Super, merci pour ces précisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte commentaires sur Facebook. Donc, je vais attendre une quinzaine de secondes pour voir s'il n'y a pas d'autres commentaires, mais sinon, je pense que tes explications étaient assez claires. Ça fait beaucoup de matériel, mais en lisant un peu plus les articles ou en demandant là, à des collègues, on peut avoir un peu plus de feedback là, sur l'efficacité de ces équipements-là. Merci. Good, merci Julie. Puis, je vous dirais, peut-être un point important, il y a toujours la notion aussi au niveau de la sécurité, le poids peut devenir une problématique là, si c'est quelque chose de trop pesant qui vous draine. Mais je vous dirais quand même, commencez avec le plus d'équipement possible, puis ajustez-vous avec le temps. Là. En prenant de l'expérience, je pense qu'on peut commencer à alléger un peu le sac, dépendamment des situations et de notre expérience. Je pense que c'est mieux de commencer mieux équipé que sous-équipé. Je vais aller chercher mon PowerPoint. On a passé les questions. Ça ne marche pas. OK, là, on va parler de la composition de groupe. C'est un élément dont on ne jase pas souvent, puis qu'on peut-être on nie un petit peu l'importance de cet élément-là, mais moi, je pense que c'est aussi important que tout le matériel dont je vais vous parler. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart des accidents d'avalanche, puis même les accidents hors piste, sont causés par un facteur humain, c'est-à-dire une erreur humaine, une erreur de jugement, un biais, une ambition un petit peu trop grande. C'est la plupart des accidents qui sont comme ça. Donc, je dirais que c'est important d'être capable de discuter puis de communiquer puis de bien choisir ses partenaires. Donc, le premier élément à considérer, c'est les objectifs personnels et de groupe. Donc, vous devez avoir des objectifs qui sont partagés par tous les membres de votre équipe. Plus il va y avoir de cohésion, plus vous allez être en sécurité. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut skier un couloir abrupt de 50 degrés, sort avec des gens qui ne sont jamais allés en hors-piste, il y a des bonnes chances que les gens qui ne sont jamais allés en hors-piste, peut-être par orgueil, ne veulent pas nécessairement dire leur crainte ou leur malaise, tout ça. Puis, ben, ça peut créer des situations là, qui vous mettent en péril. Donc, l'important, c'est juste d'en jaser. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes débutant et que vous sortez avec quelqu'un qui est expert que ça peut pas avoir des objectifs similaires. Il faut juste en parler et s'assurer que ça correspond aux besoins de tout le monde. Les compétences et l'expérience. C'est quoi les compétences et l'expérience de vous et vos partenaires?
souvent, on a un phénomène présentement, le ski hors-piste devient de plus en plus populaire, puis ben, les gens vont sortir des stations pour aller dans l'arrière-pays. C'est super cool. Je pense que c'est bénéfique pour le sport. La seule difficulté, c'est que c'est un sport complètement différent. C'est-à-dire que la descente en ski hors-piste, c'est peut-être 5 de votre journée. 95 du temps, c'est des chiffres approximatifs, là, mais vous allez être en déplacement. C'est plus de la randonnée hivernale. Donc, vos expériences au niveau de la randonnée hivernale sont probablement encore plus importantes que vos expériences en descente parce que ça va être là que votre journée va se passer. Donc, assurez-vous de choisir des objectifs qui correspondent à vos compétences et votre expérience. La tolérance au risque, chaque personne a une tolérance différente au risque. La volonté de chacun de s'adapter au niveau des autres. Ça, c'est super important. On est tous différents, puis souvent, les gens qui sont plus tolérants au risque vont avoir une parole un peu plus forte dans un groupe que les gens qui ont moins de tolérance au risque. Puis ça, c'est un peu à changer, je pense, comme mentalité dans le plein air. C'est-à-dire d'être capable de faire valoir les points de chacun puis d'accepter qu'on n'a pas tous la même tolérance au risque. Puis c'est un terme qui est un peu galvaudé aussi parce que la tolérance au risque, des fois, peut équivaloir à de l'ignorance. C'est-à-dire que si on ne connaît pas beaucoup les dangers qui sont face à nous, ben, on peut avoir étrangement une tolérance au risque plus grande, mais ce n'est pas vraiment de la tolérance au risque, c'est plus l'ignorance des dangers. Nombre de participants dans le groupe. Un groupe de 3 à 5, c'est l'idéal. C'est définitivement plus rapide et efficace qu'un groupe plus large. Souvent, on a tendance à se dire qu'un groupe plus large va être plus sécuritaire. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est beaucoup plus lent, un groupe plus large, donc ça peut amener d'autres défis. Si vous avez un gros groupe, c'est très correct, mais choisissez des itinéraires qui sont définitivement moins ambitieux. Le leadership, assigner un leader, ça peut être une bonne idée en cas d'urgence. Je serais intéressé de savoir qui le fait parmi vous. C'est pas quelque chose qu'on fait d'emblée, je pense, mais lorsque les situations d'urgence émergent, là, je pense que c'est important que quelqu'un, souvent la personne qui a le plus d'expérience, puisse prendre le leadership des situations là, pour être capable d'orienter. Pas nécessairement parce que cette personne-là va tout avoir les bonnes réponses, mais parce que c'est important. C'est pas le moment de discuter quand on est en situation d'urgence, c'est le moment d'agir souvent. Et puis, ben, avoir un leader qui a des bonnes compétences, là, qui est établi d'avance, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est la période des questions. J'aimerais ça en poser, moi, mais je n'aurais pas beaucoup de feedback. Est-ce que Julie, il y a des questions dans la foule? Oui, en fait, il y a une question qui s'est ajoutée là, juste après que tu aies terminé de parler des équipements. Donc, je ne sais pas si ça t'embête de revenir là-dessus. Dans le fond, la question, c'était de savoir est-ce qu'on pourrait voir qu'est-ce que tu transportes dans ton kit de réparation. Comme ça va laisser le temps aux gens de poser des questions peut-être sur le facteur humain de la planification. Ouais. OK. Je peux montrer. Je ne sais pas s'il est très complet. Comme je vous disais tantôt, les ski straps, essentiels. Ici, j'ai tournevis, essentiel. Dans mon sac, j'ai des tie wraps que je traîne toujours. Excuse-moi, JF, si tu pouvais arrêter le partage de l'écran, on pourrait te voir en gros format, ça serait préférable. Ouais. Merci. On n'a pas encore tout à fait excellent, super. les réflexes. Hein? C'est pas mal ça, honnêtement. Du duct tape, ça peut être une bonne idée. Là, j'ai pas ma nalgène avec moi, mais des fois, j'entoure du duct tape autour de ma nalgène. Des fois, certains font ça autour de leur bâton de ski. Ça peut être une bonne façon d'avoir accès à du duct tape aussi. C'est pas mal ça, c'est quand même assez limité. J'ai pas 10 000 éléments. Là. Je dirais l'essentiel, tournevis, des straps, tie wrap, puis encore les tie wrap. Je m'en suis pas servi souvent. Souvent, les courroies de ski comme ça vont faire la job. Ça, c'est un tournevis que j'ai moi-même adapté, mais il y a des tournevis qui sont vendus, là, qui sont spécialisés pour le ski, là, avec des têtes qui permettent d'ajuster les fixations et tout. Fait que ça, je pense que ça peut être une bonne option.
mais c'est quand même assez limité. Puis avec ça, je pense que vous êtes capable de vous sortir de pas mal toutes les situations là, où il y a des bris d'équipement, des trucs comme ça. Oui, on a même aussi quelqu'un qui a mentionné qu'il transportait un multi-tool, donc un outil là, avec des pinces, tournevis, etc. Donc, lui, il trouvait que c'était très pratique. Puis, ben voilà, je pense qu'il n'y avait pas tellement de questions au niveau des facteurs humains. C'est assez nouveau qu'on parle de ça, là. Juste pour faire une parenthèse, on parle souvent des équipements, de la neige, de la météo, du terrain, mais on oublie que dans le fond, l'élément principal, c'est les gens, le groupe. Donc, on essaie de plus en plus d'intégrer cette notion-là dans les cours d'avalanche, dans les communications, puis d'en discuter. Donc, je vous invite à faire de même avant votre sortie. Yes, merci Julie. Je vais vous partager mes trucs. Donc, ça ici. Ah oui, ça ne marche pas avec ça. OK. Là, on s'attaque peut-être à l'élément que moi, j'espère rendre un peu excitant. C'est sûr qu'on est sur Facebook Live. Je ne sais pas si c'est la plateforme la plus excitante. Il manque un petit peu de contact humain peut-être. Mais moi, pour moi, préparer une sortie de ski hors piste, je trouve que c'est aussi le fun et aussi excitant que d'aller faire. Non, peut-être pas d'aller faire du ski, mais presque. Ça fait partie du processus, en tout cas. Donc, les étapes, premièrement, on regarde les conditions, les prévisions météo. Je vais vous montrer les détails un petit peu plus loin. Je vais vous montrer les sites où aller chercher ça, peut-être les éléments les plus importants à aller chercher au niveau conditions, prévisions. Ensuite, on va chercher le terrain et ça, super important, l'ordre. Souvent, les gens qui partent en voyage, qui viennent, que ce soit dans les Chic-Chocs ou dans l'Ouest, vont choisir leur terrain avant de voir les conditions, les prévisions météo. Moi, je trouve que ça enlève beaucoup au plaisir de skier, puis ça enlève beaucoup à la sécurité aussi. Je vous donne un exemple, les gens vont venir dans les Chic-Chocs puis ils vont se dire bon, un mardi, on va au Blanche-la-Montagne, mercredi, on va sur Oxback, puis jeudi, c'est notre dernière journée, on va se taper une grosse ligne sur Albert. Ben, je vous dirais que c'est fonctionné à l'envers parce que possiblement que le terrain que vous allez choisir à ce moment-là ne correspondra pas nécessairement aux meilleures qualités de neige, puis non plus aux meilleures conditions météo. Par exemple, si votre dernière journée, il vente à 90 km/h, il n'y a pas de visibilité, puis les vents ont soufflé plein de neige sur Albert, puis l'indice d'avalanche est modéré ou même considérable, ben, peut-être que ça aurait été une bonne idée d'y aller avant. Donc, j'espère que vous saisissez l'importance d'aller dans ce sens-là, même dans un voyage dans l'Ouest. Vous pouvez tellement maximiser vos sorties, puis ouais, je parle de la sécurité, mais aussi au niveau de la qualité du ski. Si vous voulez trouver la poudreuse, il faut savoir sur quel versant de la montagne elle va se trouver. Ben, c'est important de choisir son terrain en fonction des conditions et des prévisions. Et puis ensuite de ça, une fois qu'on a tout ça, on se fait un plan de match. Donc, on va passer au travers de ça. Donc, avant de vous montrer là, les références, là, au niveau des recherches sur les conditions, la plupart des liens que je vais vous montrer sont disponibles sur le site d'Avalanche Québec. Donc, ce ne sera pas compliqué. Je n'aurai pas besoin de vous faire une liste là, de toutes les ressources météo. Vous allez les trouver. Là, je vais vous montrer où les trouver sur le site d'Avalanche Québec, mais ça va être ça, mettons, votre maison mère. Sûrement pas ça le bon terme, mais bon, vous comprenez où je veux aller. Donc, en premier lieu, on va regarder le bulletin d'avalanche. On le lit régulièrement quand le bulletin d'avalanche. Il ne s'agit pas d'arriver sur place puis de le lire la veille. Là. Je crois que ça peut être très valable aussi. Là. Mais c'est une très bonne idée là, si vous pensez venir dans les Chic-Chocs dans 2 semaines, 3 semaines, peut-être plus un mois parce que là, il n'y a pas grand-chose. Les 2-3 semaines avant là, de commencer à regarder le bulletin d'avalanche quelquefois. Ça vous permet de savoir où sont les problématiques. Là. Si vous savez, mettons qu'il y a une couche faible 2 semaines avant qui se trouve de 20 à 30 cm en dessous des plaques avant, ben, s'il y a d'autres chargements par après, cette couche-là pourrait devenir possiblement une couche persistante qui est rendue ensevelie à 1 mètre, 1 mètre 20. On a ça présentement là, dans certains secteurs dans l'Ouest. Donc, ça vous permet de savoir un peu c'est quoi les dangers qui se trouvent dans le manteau neigeux.
Puis vous ajustez tout ça après là, en regardant le bulletin d'avalanche quotidien. Je vais vous parler aussi du Mountain Information Network, qui est une belle place là, pour aller chercher de l'information. Ça, c'est alimenté par les amateurs de ski. On aimerait ça ici dans l'Est, que ça soit plus utilisé. C'est encore très peu utilisé. Dans l'Ouest, c'est assez utilisé pour que les prévisionnistes là, se servent beaucoup de ça et sont capables là, de former une partie de leur prévision là, juste avec l'information qu'il y a là-dessus. On a accès à ça ici, ce serait le fun que ça soit un petit peu plus utilisé. Le rapport de neige, et puis après ça, je vais faire un petit survol là, des principaux sites où vous pouvez trouver de l'information météo pertinente. Donc, je vais aller tout de suite sur le site d'Avalanche Québec. Partager. Excusez, ça c'est le bout que je trouve un peu plate. OK, ici. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, on ne voit pas encore ton écran partagé. Ouais, c'est bon. OK, je pense que c'est ici. Ah! Ça marche? Oui, excellent. OK, super. Donc, on est sur le site principal, donc avalanchequebec.ca. Pour aller chercher les conditions, on va commencer par le bulletin d'avalanche qu'on va trouver ici. Donc, on clique sur bulletin d'avalanche, et puis là, on a un nouveau format de bulletin d'avalanche qui est uniformisé avec l'Ouest maintenant. Donc, que vous soyez dans l'Ouest ou ici, là, ça va être la même interface. On va aller chercher. Là, on passe les prévisions. Ah, le bulletin d'avalanche, il est ici. Fait que, on peut voir ici, dans le fond, on a notre journée de demain, ici, donc vendredi. Puis, on a la prévision là, des 2 jours suivants par après, avec notre indice qui va apparaître dans l'alpin, à la limite forestière et sous la limite forestière. Ah oui, j'ai un petit truc que je vais essayer d'activer. Ce ne sera pas long. Pour vous montrer un petit peu plus en détail là, tout ça. Oh, ça va-tu marcher? OK. Tiens, on va essayer ça. OK. Ah, je peux pointer des trucs, là. Super. Donc, c'est ça. Fait qu'ici, vous avez votre indice de danger. Donc, puis vous pouvez aller voir là, la légende un petit peu plus bas, l'échelle de danger d'avalanche qui se trouve ici. Donc, alors, on a tous les différents niveaux là, de danger. Donc, faible, modéré, considérable, élevé. Ça, c'est votre référence. Et si on retourne en arrière, ce ne sera pas trop long. On va retourner dans le bulletin. Excusez, j'espère que ce n'est pas trop étourdissant. Alors, le bulletin est ici. Bon, super. Donc, votre indice de danger est ici. Super important d'aller voir le problème d'avalanche aussi. Souvent, les gens vont juste regarder, OK, c'est faible, sous la limite forestière, modéré, limite forestière, modéré dans l'alpin, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi le danger. C'est un danger qui est enfoui très profondément, qui est peu probable qu'il y ait des avalanches, mais les conséquences sont très fâcheuses, ou c'est des instabilités plus de surface, tout ça. Donc, vous allez avoir le détail sur le problème d'avalanche ici. Bon, là, ce n'est pas évident de vous montrer tout ça parce que présentement, tellement peu de neige là, dans les Chic-Chocs que l'équipe a décidé que c'était plus représentatif pour l'instant de ne pas mettre encore d'indice de danger. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains endroits là, dans les couloirs ou quoi que ce soit qui pourraient avoir des avalanches présentement. C'est vraiment que c'est sur une superficie très minime, là, un pourcentage très minime de notre territoire. Mais ça pourrait changer dans les prochains jours. Là. Il y a de la neige là, qui s'en vient. On va voir. Je pourrais vous montrer un bulletin de l'Ouest. Donc ici, c'est South Coast Inland. On peut voir ici, on a notre indice de danger. Donc, ça va être la même chose là, ici. Là. Donc ici, on a un danger qui est considérable dans l'alpin, considérable à la limite forestière, modéré sous la limite forestière. On peut aller voir notre problème d'avalanche. Donc, le premier problème qu'ils ont là-bas, c'est le problème de plaque à vent, qui se trouve surtout en zone alpine et à la limite forestière.
On a les aspects sur lesquels cette problématique-là se retrouve. Donc, ça, c'est une problématique qu'on retrouve souvent là, dans les chic-chocs. Ce n'est pas quelque chose de différent, là, la plaque avant, sur les aspects très similaires, parce que nos vents dominants viennent de l'ouest, nord-ouest en général. Donc, ça, c'est les aspects sur lesquels cette problématique-là se trouve. On voit que le déclenchement d'avalanche est possible, entre possible et probable. Et la taille prévue est quand même importante. On parle de grosses avalanches, donc d'avalanches de taille 2. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'aller voir le problème, parce que vous pouvez avoir un danger modéré avec surtout les plaques persistantes, là, des fois dans l'ouest, avec des tailles, des déclenchements d'avalanche qui sont possibles, donc peu de possibilités de déclenchement, mais de taille très grosse. Ça joue beaucoup quand même dans notre prise de décision. Si vous voulez aller skier des gros bols alpins dans l'ouest, tout ça, vous savez qu'une couche faible qui est ensevelie à 1,20 m en dessous du manteau neigeux, c'est suffisamment, très suffisamment gros, assez gros pour vous tuer, là, vous ensevelir sous plusieurs mètres de neige. Là. Donc, c'est pour ça que la lecture des problèmes est aussi importante que l'indice de danger. Puis ici, bon, là, c'est en anglais parce que c'est un site de l'Ouest, mais on va avoir la même chose ici. On va avoir un texte, dans le fond, là, qui doit vous expliquer les détails là, des problématiques qu'il y a en montagne. Et puis, un petit sommaire de la météo. Alors, ça fait le tour un peu pour le bulletin d'avalanche. Je vais tout de suite vous montrer, dans le fond, le Mountain Information Network, parce que je pense que c'est un peu lié aussi là, à la prévision d'avalanche puis aux conditions. Donc, sur le site d'Avalanche Canada, vous y avez accès. Là. Moi, j'ai mis dans Google le Mountain Information Network. Et puis ça, comme je vous expliquais un peu tantôt, c'est un site où les amateurs de ski peuvent faire des rapports, soit de conditions ou d'avalanche. Donc, on a accès aussi à ça dans les chic-chocs, au Québec, en fait. Pour l'instant, c'est quand même très peu utilisé. Si on va voir le Report List View, je ne crois pas qu'on a de mine présentement pour les chic-chocs, mais on peut voir, si on va dans l'ouest, là, ici, on a quelqu'un qui a fait de l'escalade de glace qui a mis un rapport. Ici, une autre personne qui a fait de l'escalade de glace dans l'ouest. Donc, on voit un peu le format. On a un rapport rapide. Donc, la journée était nuageuse, on avait de la poudreuse, il explique un peu c'est quoi leur itinéraire, tout ça. Vous pouvez ensuite de ça avoir, là, il n'y en a peut-être pas présentement, vous pouvez avoir de l'information sur les avalanches, si on vit une avalanche, quoi que ce soit. Une information aussi sur le manteau neigeux. Donc, où est-ce qu'il se trouvait, c'était quoi l'aspect. Alors, tout ça aussi, on a accès à ça au Québec. Et puis, selon moi, ça serait une super ressource si c'était un petit peu plus utilisé. Je vais aller voir. Là, je pense que présentement, on a un rapport au Québec, juste ici. On peut aller le voir. Donc, on remercie Charles Saint-Louis d'avoir fait de l'escalade de glace à la montagne du Tranchant et d'avoir fait un rapport. Donc, c'est ça. Les mêmes valeurs. Vous allez avoir un petit peu là, un détail de ce qu'ils sont allés faire là-bas. Et puis, de la météo. Donc, c'est vraiment une plateforme pour partager nos informations, mais où vous pouvez aller chercher de l'information aussi là, pour préparer votre journée de ski. Donc, ça, c'est plus au niveau avalancheux. Maintenant, on va aller voir dans conditions chic-choc. Alors, je reviens toujours là, à mon élément central, c'est-à-dire la page d'Avalanche Québec. Dans les conditions chic-choc, on a vu le bulletin d'avalanche. On peut aller voir le rapport de neige pour ce qui est des chic-chocs. Okay. Bon, je vais y aller, je vais vous présenter les trucs là, en défilant le menu un peu comme ça. On a une webcam, là, vous allez le voir là, dans le menu déroulant. La webcam est au Centre de découverte et de services. Ah, bon, là, ça vient d'arriver. Alors, ici, on a notre rapport de neige quotidien du Centre de découverte et de services. Donc, ça, c'est directement au bureau d'accueil du Parc La Gaspésie. Donc, on a les accumulations de la saison. On peut voir que c'est assez maigre cette année. On a 10 cm au sol. C'est encore un petit peu plus déprimant.
Et puis, on a les quantités des derniers 24-48 heures et des derniers 7 jours. Vous avez aussi accès, nous, à Avalanche Québec, on travaille avec des stations météo qui sont en montagne. On en a une au gîte, au Mont-Ernest Laforce, au petit Mont-Sainte-Anne. Vous voyez les altitudes, au gîte à 230 mètres, donc vraiment les informations météo en vallée. Au Mont-Ernest Laforce, 635 mètres, c'est, on pourrait dire presque mi-montagne. C'est pas tout à fait la mi-montagne, mais l'enneigement qu'on a là-bas est très similaire. Là. C'est quand même une zone qui est assez privilégiée là, au niveau des précipitations. Fait que ça peut vous donner une bonne idée de ce qui peut se retrouver à mi-montagne. Et puis, au petit Mont-Sainte-Anne, petit Mont-Sainte-Anne, c'est au sommet des Mines-Madeleine. L'information la plus pertinente, je pense que vous pouvez trouver, c'est vraiment la température dans l'alpin, évidemment, mais surtout les vents. On n'est pas chanceux aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de verglas toute la journée dans les Chic-Chocs. Notre tour verglacé encore. Là, ça arrive souvent cette année. Il va falloir aller s'en occuper. Donc, le vent n'est pas à 2,9 km/h. Le vent est définitivement plus fort que ça. Et puis, vous pouvez cliquer sur les différentes stations météo, puis vous allez avoir accès aux données des derniers 24 heures. Là, je dirais que ça ne marche pas pour Ernest Laforce. Je vais essayer au gîte. Bon, pas de chance. Je vous le dis, normalement, vous cliquez là, sur la station météo de votre choix, puis vous allez avoir accès aux données à l'heure des derniers 24 heures. Donc, vous pouvez voir s'il y a neigé récemment, s'il y a neigé toute la nuit, les vents ont-tu viré de bord. Ça peut faire une grosse différence là, dans votre prise de décision là, pour la journée. C'est des données que nous, on utilise pour la prévision, mais auxquelles vous avez accès là, aux besoins. On a aussi excuse-moi, Jeff, ça fonctionne super bien, c'est juste qu'il y a un petit délai. Donc, quand tu cliques, il faut attendre. Là, le système fonctionne bien. C'est juste avec les diffusions de différentes plateformes, on dirait qu'il y a un délai de réponse. Donc, OK. On dirait que ça apparaît et ça disparaît. Là, mais faites-moi confiance, ça fonctionne. Faites confiance à Julie aussi. Là, je vais arrêter de m'acharner là-dessus parce que je vais perdre patience. OK. Un autre produit intéressant qu'on a, c'est une collaboration qu'on a avec Alpine Weather Consultant. Donc, c'est un prévisionniste professionnel là, qui nous envoie des prévisions alpines, donc qui sont vraiment plus spécialisées parce que, oui, on a la météo générale, mais la météo de montagne, c'est quelque chose d'assez spécifique puis complexe. Puis ça, on ne le retrouvera pas nécessairement là, dans les prévisions d'Environnement Canada ou les prévisions plus générales. Donc, vous avez accès, dans le fond, là, à l'analyse d'un prévisionniste, d'un météorologue, excusez, professionnel là, qui va vous mâcher tout ça un peu pour essayer de faire un résumé de ce qui s'en vient. Là. Donc, c'est aux 3 jours. Ici, on a la prévision du 6 au 9 janvier. Je ne sais pas à quel point on veut la lire parce que ce n'est pas la prévision la plus encourageante encore, mais vous avez accès à ce produit-là qui est super intéressant. Puis, si vous descendez un petit peu plus loin, là, vous avez accès aux prévisions publiques. Donc, les prévisions d'Environnement Canada, vous allez le retrouver ici. Prévision d'Environnement Canada, l'avantage, mettons, par rapport à un météo média, c'est qu'il y a réellement un être humain qui analyse les données puis qui vous les sert. Donc, ce n'est pas automatisé. L'inconvénient, si on veut, des prévisions d'Environnement Canada, c'est que c'est des prévisions qui sont très générales. Donc, vous pouvez le voir, là, pour toute la Gaspésie, on a 3 zones de prévision. Donc, le parc Gaspésie, Murdochville, Saint-Anne-des-Monts, Grande-Vallée pour la côte, et puis Restigouche-Bonaventure là, pour le côté sud. Mais ça peut vous donner quand même une bonne idée générale de la météo qui s'en vient. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, toujours par le site d'Avalanche Québec, vous avez accès aux prévisions numériques automatisées par Spot. Spot, super intéressant comme produit, assez simple d'accès aussi. Donc là, la prévision qui est par défaut enregistrée sur le site d'Avalanche Québec, c'est le HRDPS, donc c'est un modèle canadien haute résolution. C'est-à-dire que ça vous donne une prévision sur 2 jours, mais qui est quand même probablement la plus précise. Là. Ce qu'il faut comprendre, les prévisions météo, c'est plus
votre zone est large, puis plus votre prévision est à long terme, moins il y a de précision. Plus votre prévision est ciblée, puis à court terme, plus il y a de précision. C'est peut-être le modèle le plus précis auquel vous avez accès. Ça, c'est sur le mont Albert. Donc, vous avez la température, vous avez le point de rosée, vous avez la température ressentie. Et puis ici, ce qui nous intéresse particulièrement, les prévisions, les précipitations qui sont prévues. Donc, je ne sais pas si on veut regarder ça. Il annonce 3,8 cm avant samedi. Et puis, les prévisions de vent aussi. Donc, ça, super intéressant. Vous comprenez que si ici, on a des vents qui sont nord-ouest, nord-nord-ouest même, ben, la neige va se retrouver sur les versants sud-est. Donc, ça peut être intéressant, même avec peu de neige. Là, il n'y a vraiment pas assez de neige, mais même avec peu de neige, vous pouvez savoir les conditions pour le ski vont être intéressantes, mais il faut savoir aussi que ça vient avec possiblement des conditions avalancheuses un peu plus risquées. Donc, je vais retourner juste, je vais aller vous montrer les autres possibilités là, par spot. Donc, ça, c'était ce qui était enregistré là, directement sur le site d'Avalanche Québec. Mais ce qui est merveilleux avec Spot, c'est que vous pouvez aller choisir votre région, choisir votre spot, puis vous allez avoir la prévision de la région où vous allez cliquer. Fait que si on veut, là, ici, là, on voit, là, on a les monts McGarrigle, le mont Albert est là. On va aller cliquer notre spot sur le mont Albert. Là, si on descend, vous avez accès à tous ces modèles-là. Donc, lui que je vous ai montré tantôt, c'est le modèle haute résolution. Retenez les deux premières lettres, là, haute résolution, mais surtout, vous voyez, là, c'est 2 jours, une résolution de 2,5 km. Donc, c'est un carré de 2,5 km carré, j'imagine, oui, qui va être lu. Ici, vous avez une prévision sur 3,5 jours, une prévision sur 10 jours, puis vous voyez la résolution est de plus en plus, de moins en moins précise, plus vous augmentez là, dans la prévision. Donc, ici, on a les modèles canadiens, on a les modèles européens, américains, le drapeau n'est pas assez évident. Donc, on a toujours un modèle haute résolution sur 18 heures, même concept. Le NAM, qui est un modèle probablement le plus intéressant là, des modèles américains. Et puis, le GFS. C'est intéressant parce que vous allez voir, les modèles ne s'accordent pas toujours. C'est ça toute la difficulté là, des prévisions. Mais vous pouvez, à force de jouer là-dedans, vous allez vous faire une tête. Peut-être que des fois, il y a des modèles qui sont plus précis pour certaines régions ou d'autres. Donc, ça, c'est les informations que vous pouvez aller chercher sur le site d'Avalanche Québec. On va retourner là. Je vais peut-être vous parler d'un ou deux autres services ou sites où vous pouvez aller chercher de l'information en météo. On a le Mountain Forecast, qui n'est peut-être pas intéressant tant pour sa précision, parce que je vous dirais que ce n'est peut-être pas le site le plus précis, mais l'interface est vraiment agréable à lire. C'est-à-dire rapidement, là, on peut voir ici, on a les quantités, les précipitations, la direction du vent, les températures. Donc, si vous voulez vous faire une tête rapidement avant de sortir en montagne, ça peut être une bonne idée d'aller voir ça. Je vous dirais que ce n'est pas le modèle le plus précis. Là. Ça semble s'améliorer avec le temps, là, mais on a eu beaucoup d'exagérations au niveau des quantités ou des fois des températures trop froides par rapport à la réalité. Puis, il faut comprendre aussi, vous avez le choix entre différentes élévations, donc à 500 mètres et à 1150 mètres. Il faut comprendre que ce n'est pas réellement pris à 1150 mètres ni à 500 mètres, parce que les modèles météo ont des valeurs prédéterminées, donc ce n'est pas aussi précis que ça le prétend. Mais moi, je trouve que c'est un très bon outil. Puis, si vous voulez devenir un peu plus nerd, le site windy.com, qui ressemble un peu à Spot, vous pouvez là, cliquer comme ça là, pour aller sélectionner une région peut-être un peu plus précise, qui ressemble beaucoup à Spot. Là, donc, vous pouvez aller chercher, mettons, ce qui vous intéresse, nouvelle neige. On a les précipitations ici. Ce qui est intéressant ou différent, mettons, bon, là, je suis comme bloqué un peu à cause de ça. Attendez un instant. Non. Ce sera pas long. Je vais juste tasser mes affaires. Ah oui, c'est ça. Ici, vous avez accès au modèle, le GFS, on l'a vu tantôt dans Spot. Ici, c'est le modèle européen. Donc, c'est un autre modèle. C'est que si vous voulez là, devenir un peu nerd de la météo, ça vous permet de voir un autre modèle qui est souvent quand même très bon, peut-être même meilleur là, que les modèles américains et canadiens.
Donc, ça peut vous donner une idée là, supplémentaire. Puis, ben, pour ceux qui font d'autres sports, là, vous pouvez aller chercher... Bon, pour le ski, on a des informations genre l'épaisseur de neige. Mais si vous faites du surf ou des trucs comme ça, vous pouvez avoir des informations sur les vagues, sur les vents, etc. Donc, je pense que c'est un petit bonus là, que je vous donne puis qui est très intéressant. Windy.com. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vais retourner à ça ici. OK. Alors, ça fait le tour. Je vais aller chercher ça ici. OK. Donc, ça fait le tour un peu de ce qui est conditions météo, les recherches à faire au niveau de la météo puis des prévisions. Maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau du terrain. Là, vous avez choisi, dans le fond, vous avez vu un peu les vents soufflés par où, les températures, les quantités de neige, tout ça. Donc là, c'est le temps d'aller choisir quel terrain est approprié à la météo puis aux conditions que vous avez vues, que vous avez observées là, sur les différents sites. Donc, vous faites des recherches pour trouver du terrain qui est approprié. Lorsque c'est disponible, utilisez la cote EATA, la cotation du terrain avalancheux. Ça, dans les Chic-Chocs, on l'a. Si vous allez là, dans le livre guide des Chic-Chocs, je vais vous montrer un petit exemple là, tantôt. Là. Les cotations, là, on parle de terrain simple, de terrain complexe ou de terrain exigeant. Et puis, dépendamment des conditions avalancheuses, puis aussi de vos capacités, intérêts, etc., ben, vous pouvez faire vos choix comme ça. Quand vous n'avez pas accès, dans le fond, à la cotation du terrain avalancheux, quand vous n'avez pas accès à la cotation du terrain avalancheux, ni à des bulletins d'avalanche, vous pouvez utiliser des trucs comme le Dangerator, qui vous permet là, de prendre une décision éclairée, c'est-à-dire de systématiser votre prise de décision puis éviter qu'il y ait des erreurs humaines. Quand vous avez accès à un bulletin d'avalanche et puis la cote de terrain, comme on a ici dans les Chic-Chocs, il y a cet outil-là qui s'appelle l'Avaluator qui est super intéressant. Je n'entrerai pas en détail là-dedans parce que ça fait partie du cours de sécurité en avalanche, là, CSA 1, le premier niveau. Je vous conseille fortement là, de le suivre là, parce que ça va vous montrer là, comment vous servir là, de l'Avaluator. Puis ça vous permet de prendre des décisions éclairées, là, puis surtout rationnelles, là, si on veut. Ensuite de ça, on va chercher de l'information sur les accès, les trajets à suivre, les cartes, les guides. On consulte des locaux. Les locaux, souvent, ont des informations là, super précieuses pour nous. Donc, c'est un peu là... il y a différents guides. J'ai apporté ici là, un guide des Adirondacks c'est un guide photo, dans le fond, qui vous permet de voir les différentes coulées, les différentes slides qui existent dans les Adirondacks. Pas de bulletin d'avalanche dans les Adirondacks. Donc, le Dangerator devient un outil pertinent. Je vais vous montrer rapidement un extrait du livre guide là, pour vous expliquer un peu là, comment vous pouvez vous servir là, de la cote du terrain avalancheux. Ça, c'est toutes des notions là, qui font partie du cours de sécurité en avalanche niveau 1. C'est sûr que je ne rentrerai pas en détail, mais je vais vous brosser rapidement là, un portrait un peu là, de quoi ça peut avoir l'air. Donc ici, on est au Mid-Madeleine, qui est un terrain où on retrouve un peu de tout. Donc en vert, ici, on a le terrain simple, en gris-bleu, le terrain exigeant, puis en noir, le terrain complexe. Donc, on peut se dire, moi, aujourd'hui, c'est ma première journée de ski, les dangers d'avalanche sont modérés, donc il y a quand même des possibilités de décrocher des avalanches là, par des skieurs. Je ne veux pas trop m'aventurer, j'ai ces options-là ici dans la cuve du Croc Noir qui me permet d'avoir accès à du terrain considéré comme simple, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'avalanche, mais c'est du terrain qui est plus simple à négocier. Ou vous êtes assez confiant dans les conditions. Danger modéré quand même, mais vous avez une certaine expérience là, pour être capable d'analyser vous-même le terrain rendu sur place. Vous avez pris un CSA 2 possiblement. Vous savez que vanter,
Là, on se trouve, on a une petite girouette ici. Le nord est par là. Bon, ici, ça serait des aspects probablement... c'est quoi? Le nord est où? Ah, le nord est là-bas. Bon, ici, on aurait des aspects ouest, mettons. Ben, il y a eu des vents d'est. Vous savez que la neige est probablement accumulée là. Ben, vous décidez d'aller skier ici, par exemple. Donc, c'est pour vous donner un petit exemple là, de comment vous pouvez appliquer après ça là, les informations là, que vous avez trouvées dans vos recherches. Mais je n'irai pas beaucoup plus en détail là-dessus. Là. Si ça vous intéresse, tout ça, là, CSA1, même CSA2, si vous l'avez déjà suivi, ça va vous rendre beaucoup plus autonome là, en terrain avalancheux. Ici, on retourne à ça. OK. Maintenant que vous avez toute cette information-là, le temps d'établir un plan de match. Donc, les données importantes à calculer, l'estimation du temps total de votre sortie. Donc, ça, il faut un petit peu d'expérience quand même, mais allez-y de façon conservateur. C'est quand même important, savoir à quelle heure vous devez partir le matin. Établir une heure maximale de retour, ce qu'on appelle le turnaround time. Vous êtes possiblement loin en montagne. Vous vous dites, ouais, il faut être revenu avant la noirceur ou avant telle heure. Ben, c'est important de vous donner une heure de retour parce que possiblement, que rendu sur place, vous allez vouloir skier votre ligne, vous allez vouloir faire votre sommet. Il faut rester rationnel parce que là, vous pouvez entrer dans la zone de danger si vous dépassez un peu là, les limites que vous êtes établies. Établir différents plans, il faut être capable de s'adapter en ski hors piste. Ça se peut que les conditions que vous retrouvez sur le terrain ne correspondent pas à ce que vous avez prévu. Il faut être capable de changer de plan rapidement et d'être ouvert à changer de plan aussi. Là. On appelle ça la fièvre du sommet ou le summit fever. Ça peut vous aveugler des fois à prendre des bonnes décisions. Ça fait qu'avoir des plans déjà pré-préparés, ça peut peut-être aider à mieux prendre des décisions. Établir un plan d'urgence en équipe, c'est-à-dire au moins connaître vous établir des points de rencontre, savoir en cas d'urgence, on appelle qui, qu'est-ce qui est disponible, est-ce qu'il y a des points de rencontre d'ambulance, est-ce que les services d'urgence vont être rejoignables, etc. C'est quoi les possibilités d'évacuation? Faut-il de l'équipement spécialisé? Et quand on commence à grimper au printemps, faire des couloirs, des trucs comme ça, les crampons, piolets, couteau à ski, ça peut rendre l'expérience beaucoup plus agréable. C'est important là, de se questionner à ce niveau-là. Puis si tout ça, ça reste nébuleux pour vous, puis vous dites ouais, je comprends rien, c'est du chinois, ou on ne le sait pas, bien, prenez un guide. On a ici dans Chic-Choc, il y a plein de bonnes compagnies qui offrent des services guidés. Vous allez être en sécurité. Vous allez faire probablement même du plus beau ski, possiblement avoir accès à des terrains qui sont assez exclusifs. Ça va vous permettre aussi d'apprendre en même temps puis de peut-être devenir de plus en plus autonome. Là. Mais dans le doute, là, prenez un guide. Fait que, ça fait beaucoup d'informations. Julie, est-ce qu'il y a des questions? Ah non, je l'ai endormi. Non, je suis là, je suis encore là. Il y avait plein de questions dans la boîte commentaires. Les gens se sont auto-répondus. Il y avait des questions sur quel modèle météo était préférable de consulter. On avait notre prévisionniste en météo, justement, qui a répondu directement. On avait des questions aussi sur le Danger Raider, etc. Fait que je vous laisse encore quelques secondes si vous avez envie de poser une question à Jean-François dans la boîte commentaire, mais sinon, pour le moment, tout est clair. Hey, super. OK. Alors, on est rendu vraiment dans la dernière étape. Là, vos plans, en principe, commencent à se confirmer. Le matin de la sortie, là, vous avez fait ça la veille en prenant une bière, en mangeant, puis vous tripez, les plans sont établis. Là, le matin de la sortie, très important, allez reviser le bulletin d'avalanche. Vous assurez là, que vous êtes toujours à l'aise avec l'information que vous êtes allé chercher. Au niveau de la météo, les modèles changent souvent, là, surtout cette année.
Donc, il prévoyait 35 cm de neige, il y en a tombé 5, ça peut avoir des changements sur vos plans. Le contraire aussi est vrai, il y en a 5, puis on a 1,40 m. Est-ce qu'on change nos plans? L'état du groupe, la bière a coulé à flot la veille, votre plan était super ambitieux de vous lever à 3 heures du matin pour aller skier un couloir incroyable. Finalement, il est rendu 10 heures, votre ami n'est pas encore levé, vous n'avez pas déjeuné. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'aller faire le couloir incroyable? Peut-être pas, peut-être que le ski en forêt, c'est une meilleure idée. Observez bien aussi, là, c'est la météo, les modèles météo, tout ça, c'est bien intéressant, mais c'est tout sur ordinateur. Est-ce que les éléments que vous observez viennent changer vos plans? Il est supposé avoir une journée ensoleillée, puis vous sortez sur votre balcon le matin ici dans Chic-Choc à Sainte-Anne-des-Monts, puis le vent est extrême, vous n'avez aucune visibilité, poudrerie, toute la patente, ça arrive, ça arrive. Ça pourrait peut-être, c'est important de se fier, oui, au modèle météo, mais à ce que vous observez aussi. La température peut changer aussi. Peut-être que votre perception de la température peut changer aussi. Là. Si le gin a remplacé votre sang, ça peut paraître beaucoup plus froid. Et puis, vous discutez ensemble. Encore une fois, on revient sur l'importance de communiquer tout ça, mais de prendre le temps avec vos amis que vous avez bien choisis pour voir est-ce que ces nouvelles données-là, ça vient changer vos plans. Alors, on confirme ou on infirme nos décisions. Au besoin, on révise les plans. On prend le temps de le faire. On ne se laisse pas aveugler par les plans qu'on a faits la veille. On établit le rôle de chacun. On en a parlé tantôt, le leadership, mais ça peut être d'autres rôles aussi. Qui fait les lunchs, c'est quand même important. On s'assure que tout le monde a l'équipement nécessaire, sans nécessairement fouiller dans les sacs de tout le monde, mais c'est important de s'assurer que tout le monde a au moins l'équipement de sécurité. Vos appareils de communication, un téléphone, c'est super utile. S'il n'y a pas de batterie, ça ne sert à rien. Vos InReach, la même affaire. S'assurer que tout fonctionne comme il faut. Les vérifications de DVA, oui, c'est important de le faire sur le terrain avant de partir, mais c'est important des fois de le faire à la maison aussi, parce qu'une fois sur le terrain, vous réalisez que votre DVA ne fonctionne plus. Est-ce que vous allez avoir le courage de dire, moi, je n'ai pas de DVA, je retourne dans l'auto, je retourne chez moi? Probablement pas. Je pense que c'est plus facile de prendre cette décision-là à la maison. Donc, prendre le temps de bien vérifier vos trucs. Et puis, ce serait la dernière période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Julie, auxquelles je peux répondre. Oui, je suis là. Non, il n'y avait pas encore de questions. Il y avait juste un commentaire de Bernard qui nous disait qu'il utilisait l'application Ski Haute-Gaspésie. Donc, si vous n'étiez pas au courant, il y a une application qui s'appelle Ski Haute-Gaspésie. La version 1 a été mise en marché il y a quelques années et on travaille ardument sur la deuxième version qui va être imminemment sur le marché. Donc, on a fait beaucoup de correctifs, beaucoup d'améliorations. Suivez nos publications pour savoir quand vous pourrez vous la procurer. Donc, c'est un outil qui est très pratique, qui permet de rassembler le bulletin d'avalanche, les prévisions météo, la webcam, en plus des itinéraires de ski dans les Chic-Chocs. Oui, méchant bon point. C'est Bernard, c'est ça? Oui, merci. Je me suis dit toute la journée qu'il fallait que j'en parle, puis j'ai réussi à l'oublier. Merci de cette intervention. Alors, ça ferait le tour pour l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. Je m'en rends compte aussi. J'espère que vous allez en retenir au moins 10 %. Je pense que c'est ça qu'on est supposé retenir dans ces trucs-là. Mais j'espère que vous allez avoir appris un peu quelque chose. Comme je vous expliquais, la plupart d'informations que je vous ai données au niveau météo, tout ça, vous allez le trouver sur le site d'avalanchequebec.ca. Donc, allez fouiller. C'est vraiment une banque d'informations importante. Donc, vous allez trouver ce dont j'ai parlé là-dessus. Sinon, pour ce qui est de la liste d'équipements, dans le livre guide des Chic-Chocs, ça se trouve aussi là, au début du livre guide, là, une liste assez complète là, de ce dont vous avez besoin pour votre sécurité en montagne.
Je vous invite à suivre notre site Facebook. Souvent, on a de l'information, des capsules informatives qui apparaissent là. Puis, on va avoir d'autres Facebook Live là, aussi là, au cours de la saison sur différentes thématiques. Là. On va avoir un Facebook Live plus spécifique pour l'escalade de glace. On va avoir un Facebook Live pour les sorties plus de randonnée en raquette, différentes thématiques. Donc, suivez-nous de près. Je pense que c'est notre façon. On n'a aucun événement public, évidemment, cette année. C'est notre façon là, de faire notre volet éducation cette année. On est sur Instagram aussi, où on met surtout des belles photos. Et puis, je vous laisserai en vous disant bon ski. On se souhaite de la neige. On a eu beaucoup de verglas aujourd'hui. On va souhaiter que ça change en neige et qu'on ait une belle saison. Là. Ça va être la plus belle à partir du mois de février. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. À bientôt.